Alors bonjour à toutes. Alors je reviens vers vous pour une petite vidéo concernant l'activité sur les fonctions affines et linéaires que je vous demande de traiter. Alors je vous rappelle que GeoGebra est un logiciel gratuit, donc vous pouvez le télécharger et vous pouvez vous entraîner depuis chez vous. Pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de le faire, donc je vous mets la vidéo qui correspond à ce que je vous demande de faire ici. Suivez bien quand même, hein, même si vous n'avez pas le logiciel, histoire de bien vous habituer un petit peu aux différentes manipulations. Alors, donc, on vous demande dans cette partie 2 de lancer le logiciel de GeoGebra, ce que j'ai fait, d'afficher les axes et les grilles, si c'est pas déjà fait, sinon on fait un clic droit, et puis là on peut cocher ou décocher pour qu'il affiche les axes, là il a mis l'axe des abscisses et des ordonnées, et puis une grille, c'est-à-dire des graduations, de manière à mieux lire les informations qu'on va pouvoir voir dans le graphique. Alors ensuite, consigne suivante, dans la barre de saisie, donc je vous rappelle, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, dans le graphique, dans la zone de graphique de GeoGebra, il suffit de taper dans la barre de saisie. Alors, donc là, on vous demande d'abord de taper f de x égale 100 plus 3x. Donc, je vous rappelle, on va dans la barre de saisie, f de x égale 100 plus 3x. Tout ça, tapé à la suite, sans espace, pas de majuscule pour x, et je fais entrer. J'ai un point vert, ça veut dire qu'a priori, il l'a tracé. On ne voit pas, je vous rappelle que quand on ne voit pas, c'est que probablement il y a un problème d'échelle. C'est que la construction est faite, mais elle n'est pas dans la zone où on a fait un zoom au niveau du graphique. Si la droite n'apparaît pas, donc on vous dit il est possible de réduire ou d'agrandir l'échelle de chaque axe, sélectionnez l'icône donc qui est là, et puis on peut se placer, donc manipulation qu'on a déjà faite, je clique là-dessus. Et puis, alors je vais déplacer déjà mon graphique parce que je sais que X c'est le nombre de séances, le nombre de cours, d'heures de tennis. Donc ça veut dire que ça sera forcément un nombre positif. Donc en fait tout ce qui se passe du côté des X négatifs ici, ça ne nous servira à rien. Donc déjà je peux ramener mon graphique de ce côté-là. Ensuite je le mets en bas aussi parce qu'on sait que le prix à payer sera forcément un prix positif. Donc tout ce qui est ici, au niveau des ordonnées négatives, ne servira à rien. Malgré tout, je vois toujours pas ma courbe représentative apparaître. Alors je vais donc dézoomer séparément. Je vous rappelle, pas avec la molette, parce qu'avec la molette on dézoome de la même manière sur les deux axes. Je dézoome séparément. Par exemple, je vais sur cet axe. Vous voyez qu'il y a une double flèche qui apparaît. Je clique, je reste appuyé et je vais vers le bas pour dézoomer sur mon axe. Et il faut espérer qu'à un moment donné, tiens, il y a quelque chose qui apparaît. Voilà ma fonction f de x qui apparaît. On aurait pu imaginer que il fallait au moins aller jusqu'à 100, parce que je vous rappelle qu'ici, si vous remplacez x par 0, c'est-à-dire x par 0, ça veut dire qu'on se trouve, alors le démarrage, voilà, x égale à 0, ça veut dire qu'on se trouve à ce niveau-là. Si on remplace x par 0, ça fait 3 fois 0 ici, ça fait 0, plus 100, ça fait 100. Donc ça veut dire que quand x est égal à 0, notre courbe représentant la fonction f doit passer par le point qui a pour ordonnée 100. Donc c'est pour ça que je savais qu'elle se trouvait à peu près ici. Une fois qu'on a tracé ça, donc, on nous demande de tracer les deux autres fonctions. Alors je vais renommer la droite P1, c'est le premier tarif. Donc je fais un clic droit, je vous rappelle, et je vais ici dans renommer, et je l'appelle P1. Ok, il a bien changé ici, j'ai P1. Puis ensuite, je dois tracer la fonction G, que je vais appeler P2, et enfin la fonction H, que je vais appeler P3. Donc la fonction G de X est égale à 300. Je tape ça directement dans la barre de saisie. G de X égale 300. Et je fais entrer. Et là je la vois pas. Pourquoi je la vois pas? C'est le même problème que tout à l'heure. C'est que 300, où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve en haut, là, au-delà de ce qui est représenté sur mon graphique. Donc là encore, je peux dézoomer et je vais faire apparaître ma courbe. Et là voilà. Je vais dézoomer un peu là pour mieux voir ce qui se passe un peu plus loin. Voilà, donc celle-là, je vais l'appeler P2. Et enfin, le troisième tarif,
c'était h de x égale 8x, et on l'appellera P3. Vous voyez, là j'ai fait une petite erreur, il m'a mis un X majuscule, c'est un X minuscule que je veux. Voilà. Voilà, j'ai mes trois droites, donc celle-ci, je la renomme P3. Alors donc en fait ça, ces trois fonctions-là, c'est la représentation graphique de l'évolution du tarif en fonction du nombre des séances. Je vous rappelle X, donc c'est ce qui correspond au nombre de l'axe des abscisses qui est là, c'est le nombre d'heures de tennis, et puis sur cet axe-là, on lira le prix. Donc on voit par exemple que P3, bah, si on remplace X par 0, c'est-à-dire si on fait 0 séance, 8 fois 0, ça fait 0, c'est pour ça que ça passe par l'origine. Donc le prix P3, il augmente là, il vient couper les deux autres droites, et ici c'est pareil, les deux autres viennent se couper ici. Alors maintenant, pour pouvoir utiliser ce graphique, on va essayer de placer des points d'intersection. Donc pour placer des points d'intersection, on vous dit ici qu'on va dans l'icône A, et ensuite on clique sur la petite flèche qui est en bas à droite, et ensuite on clique sur cette icône-là qui veut dire que je veux l'intersection. Donc le point A, c'est le point d'intersection des droites P1 et P2. Donc comment on fait? Eh ben je vais ici donc dans point d'intersection, et puis donc là il attend que je lui donne des consignes de quelle intersection je veux. Je veux l'intersection entre P1 et P2, donc je vais cliquer sur la droite verte qui représente P1, je vais cliquer sur la droite rouge qui représente P2, et hop là, automatiquement, il m'a placé un point A, et il me donne ses coordonnées. C'est-à-dire que ce point A, il se situe à x égale 66,67. Si je regardais exactement ici, en abscisse, si je descendais pour voir combien ça fait, on serait à 66,67. Et en ordonnée, on est à 300, c'est-à-dire que si je regarde maintenant sur l'autre axe, l'axe des ordonnées, on est bien à 300. Ensuite, deuxième point d'intersection qu'on vous demande de placer, c'est le point B, le point d'intersection entre P2 et P3. Donc de la même manière, je vais cliquer sur mon point d'intersection, et je vais aller ensuite sur P2, je clique sur P2, je clique sur P3, et hop là, il m'a placé mon point B. Mon point B a pour coordonnées 37,5 et 300. Donc 37,5 c'est l'abscisse, c'est ce qu'on lit ici, et 300 c'est ce qu'on lit ici. Et enfin, dernier point d'intersection, c'est entre P1 et P3, je clique sur P1, je clique sur P3, et il me place le point C, qui a pour coordonnées 20 et 160, c'est-à-dire donc ici on est bien en face du 20 en abscisse, et ici on est à 160 en ordonnée. Voilà, donc à partir de ça, bah, vous allez pouvoir lire donc dans la fenêtre algèbre, je viens de vous le redire à l'oral, mais vous allez pouvoir lire et noter les abscisses des points A, B et C, et grâce à ça, ensuite, vous allez pouvoir essayer de conclure sur le fait que l'une ou l'autre des trois formules est plus avantageuse par rapport aux autres en fonction de certaines circonstances. Voilà, je vous laisse maintenant réfléchir à la suite.